La Commission européenne a ouvert à l'encontre de la Belgique une procédure pour déficit excessif. Alors, rien de bien étonnant, hein. C'est vrai qu'on répète souvent dans cette émission que nos finances publiques sont en mauvais état et ce déficit, il va se creuser si on ne fait rien, car les dépenses en matière de pension, de soins de santé augmentent, les taux d'intérêt aussi, et c'est une mauvaise nouvelle évidemment quand on est très endetté. Alors, comment assainir nos finances publiques? La question, elle préoccupe ceux et celles qui sont à la manœuvre actuellement pour former des gouvernements. Elle préoccupe aussi les spécialistes des finances publiques qui regrettent généralement que des choix politiques plus clairs ne soient pas faits. Ils ne vont peut-être pas aimer que je les présente comme ça, mais on a mis face à face ce soir un économiste de gauche et un économiste de droite. Ils me diront s'ils seront d'accord pour nous livrer leurs analyses. Bonsoir Philippe Defeyd, vous êtes économiste à l'Institut pour le développement durable et ancien mandataire écolo. Bonsoir Jean Hendrix, vous êtes avec nous depuis Namur, vous êtes professeur d'économie à l'UC Louvain et vous êtes à la tête de l'Institut Itinéra. Alors première question pour tous les deux. Est-ce que c'est obligatoire d'assainir? Philippe Defeyd. Alors, en ce qui concerne le déficit public, je rappelle que les dernières projections du Bureau d'Urban, c'est 40 milliards en 2029. 40 milliards de déficit. Alors, on ne doit pas effacer les 40 milliards d'une fois, mais on doit en tout cas aller dans ce sens-là. Moi, ce qui m'inquiète moins par rapport à d'autres, ce n'est pas tellement que est-ce que cette dette est finançable ou pas. Jusque maintenant, la dette publique belge ne trouve aucun souci à trouver des prêteurs. On est à 105% du PIB maintenant pour la dette, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et parenthèse, on est tous les ans obligés de renouveler une partie de la dette et on trouve des prêteurs. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'embouteillage de défis. Vous en avez évoqué deux. Pour moi, il y en a 5, effectivement. Le vieillissement, la santé, le climat, biodiversité, le logement. On l'oublie trop souvent. On n'a pas beaucoup parlé du logement pendant la campagne. Et les infrastructures. Il y a des retards d'investissement. D'ailleurs, tout ça est un peu lié. Climat va signifier des investissements qu'il va falloir payer dans le réseau électrique. Donc, il y a des liens entre tout ça. Le logement, mais le logement, les personnes vieillissent dans un logement, mais donc, ils deviennent trop grands. Donc, il y a une interaction et tout cela va demander beaucoup d'argent. On sous-estime aujourd'hui le coût de ces 5 facteurs. Nos dépenses vont augmenter. Ça, c'est clair. Voilà. En tout cas, les contraintes vont augmenter. Et le dernier point que je souhaitais dire, attention, je pense que d'une certaine mesure, cette pression de l'Europe va nous obliger à faire des choix. Je m'explique. Je pense qu'on est encore trop dans une logique où on va continuer à faire ce qu'on fait et on va aussi prendre en main, ce qu'on n'a pas fait jusque maintenant, les autres défis. Non, ça, c'est juste pas possible. Même physiquement, il n'est pas possible d'investir dans le réseau électrique, d'investir dans la rénovation des logements et de continuer à investir dans des routes ou d'autres projets. Donc, il va falloir un peu faire des choix. Et donc, on va certainement en parler, et Jean va certainement en parler. C'est la question de l'efficacité et de l'efficience des dépenses publiques. Avant de détailler tout ça, Jean Hendrix, sur l'urgence d'assainir, comment est-ce que vous vous positionnez et peut-être aussi préciser, est-ce que c'est le déficit qui se creuse le problème ou c'est la dette, pour rebondir sur ce que M. Defeyd disait? Oui, d'abord, je voudrais clarifier que je n'ai aucune étiquette politique. Ça, c'est quand même important à signaler. J'insiste là-dessus. J'ai envie de dire que la seule personne qui respecte les programmes, c'est mon lave-linge, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a un problème quand même d'engagement et de crédibilité dans les engagements des partis politiques et dans les promesses qui sont faites. Donc, on clôture ici une élection, on va avoir d'autres élections au niveau local. Et je pense qu'une des grandes faiblesses de la Belgique, et c'est pour ça qu'on a un problème avec la dette, c'est de prendre des engagements et de se tenir à ces engagements. Ici, c'est véritablement un enjeu de long terme. Et on a un peu, comme Camus appelait ça, la valse du court terme et du long terme. Et chaque fois, le court terme vient remplacer le long terme. On prend des engagements dans des changements d'orientation énergétique, dans des investissements de long terme, et on revient sur ces engagements. Donc ici, c'est des trajectoires de long terme. Nous sommes dans une procédure de déficit excessif, parce que nous avons un déficit de 4,4% du PIB. Le seuil, c'est 3%, donc on a dépassé ce seuil. L'Europe nous demande à faire un ajustement structurel qui n'est pas excessif, c'est 1,5% par an, étalé sur 7 ans, ce qui nous amène à un effort global de 25 milliards. Ce n'est pas des choses qui sont excessives. Alors tout de suite, on s'emballe
et on invoque le spectre, si vous voulez, de l'austérité. Mais rappelons quand même deux choses. D'abord, les dépenses de santé ont augmenté de l'ordre de 7% sur base annuelle, alors qu'on a un PIB qui augmente de 2% sur base annuelle. Les dépenses de pension ont augmenté au même rythme, de 7% sur base annuelle. Donc on a clairement les deux plus gros postes de dépenses publiques actuellement en Belgique qui s'emballent et qui sortent complètement d'une trajectoire raisonnable et viable en termes budgétaires. Donc inévitablement, on va devoir ramener ces dynamiques-là de dépenses de santé et de dépenses de pension dans une trajectoire plus raisonnable. Et ça, c'est indispensable pour préserver notre état-providence et notre sécurité sociale. Voilà le premier sujet sur lequel je voulais m'exprimer. Cela dit, quand on regarde les arguments qui ont été développés pendant la campagne, Philippe Defeit, on n'a pas évidemment parlé beaucoup de réduction des dépenses. Comment on fait pour financer de manière durable notre système de pension? On a plutôt insisté, par exemple, du côté du vainqueur des élections, le MR, au sud du pays, sur le fait qu'on allait baisser la fiscalité, par exemple. Un des grands points dont on parle beaucoup du côté des engagés, c'est le fait qu'on allait supprimer ou en tout cas diminuer fortement les droits de succession. Donc là, on ne parle pas vraiment de solutions qui vont améliorer nos finances publiques, à moins que, parce que c'est l'argument du MR notamment, c'est qu'une baisse de fiscalité fasse rentrer des sous dans les caisses de l'État. Et c'est là-dessus que j'aimerais bien vous entendre. Ça a été la promesse du fameux tax shift à l'époque. Voilà. En baissant la fiscalité, on va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est la promesse de Georges-Louis Boucher. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est ce qu'on appelle en économie les effets retours. Un mot que tout le monde peut comprendre. On injecte de l'argent dans l'économie, par exemple plus de dépenses, ou on diminue la fiscalité, donc c'est toujours injecter de l'argent, et on espère des retours. Alors, premier constat, il y a deux types de retours, si je peux simplifier les choses. Je ne dis pas que tous les économistes diraient les choses de la même manière que moi, mais en gros, l'effet immédiat. Donc, vous avez une baisse de la fiscalité, vous dépensez de l'argent. Voilà. Vous payez un jour ou deux de vacances en plus, vous achetez quelque chose, et ça fait un effet retour. Mais ce qu'on oublie souvent dans ce cas-là, c'est que quand on injecte 100 € dans l'économie belge, il y en a 50 qui partent à l'étranger, et sur les 50, grosso modo, il y a 25 de recettes. J'arrondis. Et donc, l'effet retour est toujours inférieur à ce que prévoit la plupart des programmes et des propositions de partis politiques. Et vous avez bien fait, madame, de rappeler le tax shift. C'est effectivement, le tax shift a marché d'une certaine mesure, je vais en parler tout de suite, mais on n'a pas eu les recettes autant qu'on espérait. Après, le gouvernement de l'époque n'est pas allé à son terme, il faut le dire, parce que c'est vrai que Charles Michel disait que s'il avait pu tout mettre en œuvre, on aurait plus vu les effets retours. Oui. La deuxième chose qu'on attend, et c'est très clair, quand on diminue les cotisations patronales de sécurité sociale, on se dit, bon, le jour où on fait cette réforme, ça n'apporte rien, c'est de l'argent qui ne rentre plus, mais effectivement, on espère que progressivement, grâce à cela, on va créer de l'emploi et donc avoir des recettes et comme dit le président du MR, augmenter le taux d'emploi. Toutes les études, je dis bien toutes les études du Bureau du Plan, c'est pas moi qui le dis, c'est le Bureau du Plan, montrent, oui, un certain nombre de réformes de cette nature augmentent l'emploi. Mais jamais au point où on récupère totalement les recettes qu'on a injectées, les recettes perdues dans l'économie. Donc, ça nous oblige à avoir une réflexion très profonde sur, aujourd'hui, en matière d'emploi, quelle est la mesure la plus efficace? Est-ce que c'est aider la recherche? Là, on fait de l'investissement à long terme. Est-ce que c'est des travaux publics? Pourquoi pas? Est-ce que c'est des travaux dans les infrastructures? Est-ce que c'est diminuer les cotisations? Un bel exemple de cela, c'est la mesure qui consiste à éviter toute cotisation sur le premier emploi. Bien sûr, ça a créé de l'emploi, mais une bonne partie, ça a été des effets d'aubaine, c'est-à-dire on finance des emplois qui auraient été de toute façon créés. Et donc l'effet retour est toujours moindre que ce qu'on espère. Sur ces effets retours, Jean Hendricks, j'aimerais vous entendre aussi. Est-ce qu'ils seront suffisants? Est-ce qu'avec les effets retours, on peut se permettre, évidemment, de prendre toute une série de mesures, comme par exemple, puisque c'est l'actualité, la suppression des droits de succession? Oui, mais bon, comme on dispose de peu de mesures très rigoureuses qui permettent, en fait, sur base des expériences qui auraient été menées ailleurs, sur les effets retours,
tout le monde peut finalement inventer les effets retours qui l'arrangent. Hein. Pour certains, les effets retours seront faibles et on dira que la mesure n'est pas efficace. Pour d'autres, on va gonfler les effets retours et la mesure sera super rentable. Donc, malheureusement, on dispose de très peu d'évaluations rigoureuses sur ces effets retours, notamment sur ce genre de taxes de transmission. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, on a tendance à adopter une perspective qui oppose les uns aux autres. On est dans une situation extrêmement polarisée aujourd'hui entre la gauche et la droite et il n'a jamais été aussi polarisé. Et donc, j'en veux pour preuve la question de l'indexation. On parle d'indexation automatique, les uns vont vous dire c'est indispensable pour préserver le pouvoir d'achat, les autres vont vous dire l'indexation tue l'emploi. Alors, laissez-moi vous donner un exemple d'indexation qui fait ni l'un ni l'autre. Si on plafonne l'indexation sur les pensions, quand je dis plafonner l'indexation sur les pensions, ça veut dire que les plus grosses pensions seront indexées que partiellement jusqu'à un certain seuil, les petites pensions seront protégées. Si on fait la même chose sur l'indexation des salaires, les petits salaires sont pleinement indexés, les plus gros salaires ne sont indexés que partiellement. De deux choses. Un, on réduit les inégalités de salaire. Deux, on réduit les inégalités de pension. Et trois, on modère le coût des hausses salariales pour l'emploi et on modère le coût des pensions pour la sécurité sociale. Voyez-vous, en faisant cette simple chose-là, sans rentrer dans des clivages comme les gens se plaisent en fait à discuter parce qu'il faut dresser l'un contre l'autre, un peu comme vous avez voulu le faire en début de cette émission en présentant comme un économiste de gauche un économiste de droite. Pour moi, ça ne veut rien dire. Un économiste cherche à connaître la vérité des faits. Sur base de la vérité et de manière rigoureuse, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on peut avoir des positions qui sont intermédiaires et qui amènent les gens à se mettre d'accord et à coopérer ensemble pour trouver des solutions concrètes aux gros défis auxquels nous sommes confrontés. Parce que je partage entièrement l'avis de M. Philippe Defeil. Les défis sont inimaginables, en fait. On n'a jamais eu autant de défis au même moment. Et on pourrait rajouter un défi à celui qui a été donné par M. Defeil, c'est le défi géopolitique et la sécurité. Nous sommes aujourd'hui confrontés dans une situation de sécurité assez dramatique, en fait. On nous demande de nous aligner sur les 2% du PIB pour l'OTAN. D'accord ? C'est pas négligeable, c'est passé de 1 à 2%, c'est doubler notre investissement. Donc 1% en plus, ça représente 50 milliards en plus. Vous voyez ? C'est pas des petites choses. Et il y a des raisons sécuritaires. Il y a la cybersécurité qui est aussi une véritable question. Il y a tous les réseaux sociaux, on en parle très peu, et la désinformation que ça provoque, la polarisation que ça crée, la régulation du digital et du marché du digital, en fait, c'est le fameux marché européen du digital. Donc, on a des défis énormes. On est obligé de se mettre ensemble et arrêter de s'opposer les uns aux autres pour ensemble régler ces problèmes-là. Je savais que cette petite provocation allait vous faire réagir, Jean Hendrix. L'objectif c'était un peu caricatural, hein, mais l'objectif était évidemment de dire que du côté des économistes aussi, il y a des différences d'analyse. Hein, c'est pas une science exacte complètement. Oui, vous avez raison, l'économie, mais moins qu'on ne le pense. Peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que c'est plus facile de réconcilier les économistes de différentes tendances que les politiques sur un échiquier politique qui est très polarisé. Parlons de l'actualité à présent et de ces fameux droits de succession. C'est quand même intéressant puisque dans la situation budgétaire actuelle, on nous met là sur la table, en tout cas les engagés, parce que du côté du MR, on n'a pas encore une position qui est tout à fait lisible, il me semble. Du côté des engagés, on nous dit qu'on va faire table rase, hein, d'une certaine manière, de ces droits de succession. Vous avez estimé le coût de cette mesure, Philippe Defeil? Alors, revenons d'abord, pour faire le lien avec la discussion qu'on a eue, s'il y a bien un point sur lequel l'immense majorité des économistes, gauche-droite, sont d'accord, c'est qu'il faut restructurer la fiscalité, en gros, droit d'enregistrement, plus-value, droit de succession, etc. La question des droits de succession se poserait de manière tout à fait différente en termes d'équité et en termes d'efficacité économique si, par exemple, les plus-values dans notre pays étaient taxées. Or, on sait que la plupart des plus-values dans notre pays ne sont pas taxées. Donc, cette idée de restructurer, améliorer la manière dont on prélève l'impôt sur les transmissions, sur la fortune, et en même temps la répartition entre l'impôt sur le travail et l'impôt sur le patrimoine. Sur le travail, mais il y a un large consensus. Moi, je fais partie d'un groupe, je dis, d'économistes qui ont des opinions différentes, mais on parvient à s'entendre sur ce genre de logique. Alors, deuxième chose, maintenant, sur les droits de succession proprement dit, premier argument, rappelons quand même que l'immense majorité des successions en Wallonie, plus de 80%, sont taxées en fait aux environs de 6-7%.
Je ne dis pas que c'est gai de payer 6-7%, mais ce n'est pas les taux dont c'est pas nécessairement exorbitant, parce que c'est souvent, en effet, l'image qu'on a. Exactement, ce n'est pas nécessairement exorbitant, et c'est d'ailleurs pas très loin des 5%. Attention, dans le cas de la proposition des engagés, en plus, on veut augmenter les abattements, c'est-à-dire la partie de l'héritage, un abattement personnel sur lequel vous ne paieriez pas la fameuse taxe de 5%. Et alors, effectivement, j'ai chiffré, je me permets de faire une insiste, mais terriblement importante. Voilà une politique pour laquelle on manque cruellement de données. Donc, effectivement, comme disait Jean, on peut effectivement, dès lors qu'on manque de données, on peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Mais donc, arrivons à la conclusion. De manière mécanique, s'il n'y a pas de changement de comportement, eh bien, cette baisse à 5%, plus les abattements, mais on peut estimer que les pertes de recettes sont d'au moins 500 millions par an. Un demi-milliard. Un demi-milliard sur 17 milliards de recettes. De manque à gagner pour les finances wallonnes, puisque alors, là on parle de parlait justement d'effet de retour. La question c'est, dans le programme des engagés, on dit mais ça ne fait rien. Comme on baisse le taux, on va faire moins de montages fiscaux. Je pense que c'est une erreur d'appréciation. Je le dis comme je le pense. Vous pensez que l'optimisation fiscale continuera? Mais parce que l'optimisation fiscale n'a pas que cela comme objectif. L'objectif peut être de maintenir le patrimoine familial. L'objectif peut être de maintenir l'unité d'une usine ou d'une entreprise. Donc, il y a d'autres raisons. Et quand bien même cette optimisation reste légale, ça reste intéressant d'échapper à 5%. Jean Hendricks, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Philippe Defeyd? Je sais en tout cas que sur le manque de données, vous êtes d'accord parce que vous nous l'avez déjà dit souvent dans cette émission, c'est un des gros problèmes en Belgique. On manque de données, on manque d'évaluation des politiques. Oui, voilà un point où je pense que 90% des gens sont d'accord, il n'y aura même pas de division. On doit évaluer beaucoup plus. On a les données, mais souvent elles sont confidentielles. Vous savez, les données fiscales, c'est très difficile à obtenir en Belgique, contrairement aux pays nordiques où vous pouvez avoir accès aux données fiscales et faire des évaluations. Donc, je vais vous donner juste un exemple concret à cet égard. Au Danemark, on a fait une mesure qui est la suivante. On a remplacé, si vous voulez, les déductions fiscales pour les pensions complémentaires, ça nous coûte plusieurs milliards par an en Belgique, par une participation automatique aux pensions complémentaires. Donc, vous arrivez chez un employeur, vous ne faites rien, automatiquement, vous êtes enregistré dans le programme de pension complémentaire. Eh bien, on a vu que ça avait plus d'effet que la déduction fiscale. Et donc, un simple mécanisme, si vous voulez, de participation automatique qui ne coûte rien. Les gens, librement, peuvent enregistrer dans un formulaire et décider qu'ils souhaitent sortir du mécanisme. S'ils ne font rien, ils sont inscrits. Eh bien, ça coûte beaucoup moins cher qu'une déduction fiscale. Donc, on n'est pas obligé de toujours subsidier tout et de taxer tout ce qui bouge, vous voyez. On peut utiliser des mécanismes un peu plus intelligents. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le dépistage du cancer. Tout le monde est un peu concerné par ça. Donc, on a fait en Flandre un mécanisme qui est extraordinairement efficace. C'est pas de subsidier, c'est rien de tout ça. C'est simplement d'envoyer un courrier aux dames de plus de 50 ans, d'accord, en leur invitant de faire un dépistage. On a fixé la date et on a fixé l'heure et le lieu. Et par défaut, donc, elles pouvaient décider de ne pas y aller. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement en Wallonie, on a fait la même chose sans fixer la date et le lieu. Eh bien, 40% des dames en Flandre sont allées au rendez-vous pour le dépistage. 4% seulement en Wallonie sont allés au rendez-vous parce qu'on n'avait pas fixé par défaut la date et le lieu. Donc, les gens ont procrastiné. C'est très simple, ça coûte rien. Il faut faire preuve d'ingéniosité maintenant. C'est de ça qu'on a besoin. Et arrêter de toujours dire on va taxer ou on va subsidier comme les seules formules possibles. Écoutons les économistes et leurs propositions constructives. C'est le conseil qu'on donnera à nos responsables politiques alors ce soir. Merci Jean Hendricks, merci Philippe Defeyd d'avoir participé au débat de Déclic ce soir.